Oui, pour les critiques à l'arrache, j'ai voulu changer pour une fois au niveau de la disposition, parce que j'avais envie de mettre ça en fond. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de la nouvelle série Les Maîtres de l'Univers, disponible sur Netflix. Et qu'est-ce que ça raconte cette nouvelle série? Déjà c'est la suite de la première. Mais rassurez-vous, pas besoin de voir la série précédente. Moi j'ai vu que les 2 ou 3 premiers épisodes de la série des années 80 et je ne suis pas perdu du tout, il y a un petit résumé au début, pas de panique. C'est l'ultime bataille entre Musclor et Skeletor. Il leur arrive quelque chose et donc, dès le deuxième épisode, on se retrouve quelques années plus tard, dans un monde où la magie est remplacée par la technologie. Et alors que Tila a renié la magie, elle va devoir finalement la faire revenir dans cet univers. Elle part à la quête d'un objet assez spécial. Cette première saison est composée de 5 épisodes de 20-25 minutes et honnêtement c'est frustrant. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous parler de mon rapport avec Musclor parce que finalement moi je ne suis pas un fan de la première heure. Ma première rencontre avec les maîtres de l'univers, c'est lorsque je faisais un puzzle à chaque fois que j'allais chez ma tante. Et j'avais un jouet de Orko. Et puis c'est tout. Il y a 2-3 ans j'ai récupéré l'intégrale de la série pour 10 €. Oui 10 € l'intégrale des coffrets, je vous laisse aller découvrir ma vidéo. Mais ce qui m'a toujours intéressé dans les maîtres de l'univers, ce n'était pas la série, ce sont les jouets. Et un jour en braderie, je m'en suis procuré quelques-uns pour pas cher. Mais ce qui est le plus beau avec les maîtres de l'univers, ce n'est pas tout ce que je vous raconte là, c'est la fois où Maxence m'a envoyé tous ces maîtres de l'univers qu'il avait enfant. Je t'avais dit qu'un jour ça atterrirait dans mon décor, et sache que maintenant, je leur ai trouvé une place dans le nouvel appartement. En fait, si j'ai pris le temps de raconter tout ça, c'est que comme il n'y a que 5 épisodes de 20-25 minutes, je vais pas non plus faire une vidéo de 15 plombes. Donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé globalement? Eh bien, j'ai vraiment beaucoup apprécié. On en prend plein les yeux, les personnages ont un design amélioré, avec le temps c'est un peu normal. Il y a des couleurs dans tous les sens, il y a un mélange de 2D et de 3D qui fonctionne super bien, les enchaînements sont hyper balèzes, c'est hyper épique. Au niveau du montage pareil, ça le fait, c'est dynamique. Le premier épisode, j'ai pris une claque dans la gueule. J'en ai frissonné tellement c'était une tuerie ce premier épisode. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, je suis pas un grand fan de la série. Moi, je suis pas en mode nostalgie en me disant « Ouais, je vais retrouver mes héros d'enfance parce que ce ne sont pas les miens. » Et j'ai quand même pris la claquasse. Donc le gros point fort de cette série, c'est vraiment que, visuellement, après une série des années 80 qui était quand même assez molle, dont l'animation était plutôt pauvre, et beaucoup de plans fixes où on faisait juste bouger les lèvres quand même, et bien là on se retrouve avec une série qui balance du lourd en termes de spectacle. C'est les maîtres de l'univers qu'on aurait rêvé il y a 30 ans en fait, tout simplement. Et ce qui est cool pour Mattel, c'est qu'ils vont refaire du fric là-dessus. Bah oui, parce que comme je le disais, le design a été amélioré, mais du coup, on te ressort les figurines vintage, et puis il y a aussi d'autres figurines qui vont arriver. Enfin bref, là, Mattel, en faisant cette série, évidemment que c'est pas juste pour faire du spectacle, pour faire une bonne série, c'est aussi pour pouvoir revendre des jouets et relancer la licence. Ce qu'avait fait la série She-Ra, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Et on le sent que le but de Mattel, c'est de nous offrir du visuel extraordinaire pour pouvoir acheter du jouet. Parce que côté scénario, on va pas se le cacher, il y a des bonnes idées, mais d'un autre côté, c'est un peu beaucoup de blabla. Kevin Smith est sur le projet, je sais que ça va en déplaire à certains. Et donc, côté écriture, on a une quête assez basique, genre il se passe un truc, il faut régler le problème, il faut faire la quête. Et à côté de ça, on a du blabla qui sert strictement à rien parfois. J'avoue que je me suis fait chier à l'épisode 3 où ils parlaient, ils étaient sur un bateau je crois, et ils sont en train de parler, en train de regarder le paysage et tout. Honnêtement, je m'en fous. Tout ce qu'on attend, c'est la baston. Mais malgré une écriture assez pompeuse parfois, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes, notamment le cas d'Orko. Je ne sais pas si dans la première série on en parlait déjà, mais Orko se confie un petit peu sur sa jeunesse et sur son nom. Et ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant parce que ça donne vraiment de l'envergure à Orko, qui était finalement un peu l'élément rigolo. D'ailleurs, l'élément rigolo qui s'avère être rigolo dès le premier épisode, un peu maladroit, tout ça. Et là, je trouve que ça lui donne un peu de profondeur, même si ça va pas au bout du truc. Je pense qu'on aurait pu beaucoup plus le travailler, seulement il n'y a que 5 épisodes. Et il y a des trucs violents dans l'écriture. Je vais pas vous dire qui fait quoi, mais en tout cas, il y a des morts. Je m'y attendais pas du tout. Vraiment, en 5 épisodes, t'as pas le temps de respirer à ce niveau-là. Pas mal de choses inattendues. Et une autre chose que je trouve assez intelligente, c'est le fait de faire une distinction entre la magie et la technologie, de les faire s'affronter et de montrer que la magie perd peu à peu du terrain alors que la technologie en gagne. Parce que finalement, on est dans un monde aujourd'hui où la technologie règne de plus en plus. Et quand tu regardes de l'heroic fantasy, de la magie, tout ça, au cinéma, dans la pop culture en général, ça se perd un peu. Et
on part beaucoup plus vers de la SF depuis plusieurs années. Dernièrement, on a eu Space Jam, c'est quand même passé de ta gueule c'est magique à ta gueule c'est technologique. Et il y a beaucoup d'autres exemples où finalement la technologie prend du terrain. Tu prends Jumanji, c'est pareil. Jumanji, on était quand même dans un film où c'était magique, c'était un jeu qui était magique, et là finalement, le jeu devient un jeu vidéo, donc on se rapporte encore à la technologie. Donc à chaque fois, il y a toujours ce truc de passer de magie à technologie, ce que fait exactement les maîtres de l'univers, sauf que dans les maîtres de l'univers, si on passe de magie à technologie, c'est pour montrer qu'il faut rétablir la magie. D'ailleurs, les adorateurs de la technologie sont des totalitaires. Donc même si au niveau de l'écriture, il y a des discussions qui sont pompeuses, globalement c'est plutôt intelligent. Il y a vraiment des petits trucs comme ça où tu dis « ouais, c'est cool ». Et aussi, j'ai pas parlé de VF-VO. On regarde en VF ou en VO? J'ai testé les deux. Je vais d'abord vous parler de la VF parce que c'est celle que j'ai privilégiée, mais c'est plus pour des raisons de ne pas me faire chier avec les sous-titres. Mais de toute façon, elle est bonne. Il y a juste quelque chose que je regrette, c'est que quand t'as Adam qui dit « par le pouvoir du crâne ancestral », c'est un peu mou. En fait, il le dit très basiquement. Il dit juste « par le pouvoir du crâne ancestral ». Tu vois, c'est dommage. Par le pouvoir du crâne ancestral! Là, tu vois, c'est un petit peu plus lyrique, on donne vraiment de l'ampleur, c'est quand même un truc qui va être épique au moment où il se transforme. Donc, je pense que là, le DA, il s'est un peu planté. Je serais lui, vraiment, j'aurais accentué, vraiment, j'aurais forcé sur le « par le pouvoir du crâne ancestral » pour vraiment ajouter de l'épique au visuel qui va arriver, parce que la transformation, elle est géniale. Visuellement, c'est vraiment génial. Par contre, il y a peut-être quelque chose qui peut faire la différence côté VO, c'est Mark Hamill sur Skeletor. Parce que Mark Hamill sur Skeletor, c'est pas aussi bon que la série Batman de 1992, mais on s'en approche. Et la VF, quand tu fais la différence entre Mark Hamill en VO et la VF, désolé, j'ai même pas regardé le nom des doubleurs, là je suis désolé. En tout cas, la VO est supérieure sur Skeletor. Mais comme Skeletor n'est pas là très souvent, finalement, est-ce que ça vaut le coup de se le taper en VO? Là, c'est quand même Sarah Michelle Gellar. Hein. Bref, vous verrez par vous-même. Personnellement, j'ai choisi la VF. Et si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera « j'aime beaucoup ». J'aime beaucoup parce que visuellement, ça pète à la tronche, qu'il y a des petites choses qui sont intéressantes au niveau du discours, qu'il y a des rebondissements complètement ouf, ça va traumatiser certains gamins qui viennent de découvrir les personnages qui se disent déjà « lui, je vais pas le revoir en fait ». Mais je peux pas mettre « j'adore » parce qu'il y a trop de moments pompeux où il se passe pas grand chose. J'ai décroché sur 5-10 minutes à certains moments, voilà. Donc j'aime beaucoup et je pense que c'est déjà pas mal. Profitez, c'est pas tous les jours que je dis du bien de Netflix. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série, si vous la connaissiez avant. Est-ce que vous avez grandi avec la série des années 80? Est-ce que vous avez des jouets? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!